Coucou ma petite Émilie, comment tu vas? Ça va, écoute toi. Bah écoute, ça va, mais c'est à toi qu'il faut demander ça. Je sais que tu traverses des moments difficiles depuis plusieurs mois maintenant. Ma première question, elle est très claire. J'aimerais savoir, Émilie, pourquoi décider d'alerter aujourd'hui sur les injections aux fesses, notamment d'un produit qui s'appelle Yacorp. Alors, tout simplement parce qu'il a été interdit aux États-Unis, il est autorisé en France. Enfin, on en parle énormément sur les réseaux sociaux, donc commercialisé par certains chirurgiens, et je pense que c'est un réel danger que de continuer à travailler avec ce produit. Alors, à quel moment tu as découvert que Luna souffrait exactement des mêmes complications que toi et que d'autres candidates aussi apparemment, parce que vous êtes au nombre de 4, je crois. On est 4 patientes, dont une qui est hospitalisée à Marseille, mais qui n'a pas été injectée par la même personne. Donc, on est 3, par contre, à être injectées par le même chirurgien. Mais j'ai pu recueillir d'autres témoignages de personnes qui ont aussi eu recours au Yacore et qui ont eu des problèmes aussi. Ok, donc concrètement, le Yacore, on est d'accord que toi, tu as souhaité en injecter dans tes fesses pour pouvoir augmenter le volume, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Parce que j'ai toujours fait yo-yo avec mon poids, j'ai quelques petits problèmes. J'ai un rapport avec la nourriture compliqué et avec mon poids. Donc ça m'a été proposé du jour au lendemain par une personne que je connaissais. C'est un chirurgien que je connais très bien. On est plutôt amis dans la vie. Je lui faisais entièrement confiance. Et puis le Yacore, j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Je m'étais un petit peu renseignée, mais pas au niveau des risques, puisque il a remplacé le Sculpta, je ne sais plus comment exactement Le ça s'appelle. Macrolane. Le Macrolane aussi. Il a remplacé deux substances qu'on s'injecte dans le corps, qui, eux, en tout cas, étaient problématiques. Donc, le Yacore, on est énormément à le penser que c'était sans risque. Au bout de combien de temps après tes injections, tu as commencé à avoir des complications, Émilie? Alors, au bout un mois, ça s'est manifesté par de simples taches sur les fesses, des taches rouges qui étaient plus ou moins douloureuses, mais je pensais que comme j'étais en montagne et que je faisais beaucoup de randonnées, je pensais que c'était des courbatures au départ, donc je n'ai pas prêté plus que ça attention. Puis, ça a créé une sorte de nodule inflammé. Donc là, je pouvais plus m'asseoir dessus, je pouvais plus m'allonger, etc. Donc, accompagnée de fièvre aussi. Donc, quand la fièvre était trop importante, c'est là où j'ai tout de suite appelé mon chirurgien. Ok, qu'est-ce qui t'a préconisé, ton chirurgien? Alors, il m'a préconisé un premier traitement à base d'antibiotiques. C'était une quinzaine de jours d'antibio, mais qui sont assez forts. Ça m'a beaucoup fatiguée, mais ça a arrêté, ça a stoppé l'inflammation. En tout cas, en surface, de ce qu'on a pu apercevoir. Donc tu pensais que tu étais sortie d'affaire à ce moment-là. Je pensais que c'était guéri et qu'il n'y avait plus rien, oui, effectivement. À quel moment t'as réalisé que c'était pas la fin de ton cauchemar? Quelques jours après, j'ai eu une petite rechute, je sais pas exactement combien de jours après, mais une rechute de fièvre. Et puis là, la tache rouge commençait vraiment à s'étendre de plus en plus sur la fesse droite. Donc, elle prenait quasiment toute la fesse. Et sur la fesse gauche, c'était un peu plus fluctuant. Il y avait quelques petites. Visuellement, au niveau de ton fessier, est-ce que ça a modifié quelque chose? Les mois passant, les semaines passant? Ça a seulement modifié la couleur de mes fesses. Rien de plus. Après, oui, c'était gonflé, effectivement, mais bon, c'était pas non plus très alertant vu comme ça. Mais dès que j'ai informé le chirurgien de cette nouvelle rechute, il m'a conseillé vivement d'aller aux urgences. Donc, il était 3 heures du matin quand il a vu l'étendue de l'érysipèle, puisqu'on appelle ça un érysipèle, une infection de la peau. Et voilà, donc ça a été ma première hospitalisation quelques semaines après le premier traitement. Ok, Émilie. Est-ce que tu peux me confirmer, oui ou non, que normalement, le fabricant de ce produit, si je ne me trompe pas, préconise entre 7
à 10 injections maximum par fesse. Alors moi, j'ai rencontré le PDG puisqu'il était là lors de mes injections et il ne m'a absolument pas parlé de ça. C'est en me renseignant moi-même de mon côté que je me suis aperçue qu'effectivement, il ne fallait pas dépasser 10 seringues par fesse puisque ça pouvait créer une membrane, le corps allait réagir contre le produit. Et normalement, le Yacore, c'est de l'acide hyaluronique. Il n'est pas censé être considéré comme un corps étranger par le corps. Mais là, au-dessus de 10 seringues, c'est le risque que le corps crée un biofilm, ils appellent ça, aussi une membrane, et que les bactéries puissent se loger à l'intérieur. Combien tu as reçu de seringues, toi, Émilie ? Moi, j'en ai reçu 17 et 16. 17 dans une fesse, 16 dans l'autre. Voilà, c'est ça. Parce que ça comprend aussi les hanches, donc je sais pas exactement. C'est toi qui souhaitais ce volume-là ? Effectivement, oui, puisque on nous dit que en dessous de 15 seringues, il n'y a pas d'effet. On voit pas visuellement, on voit pas l'effet de la fesse bien bombée. Donc c'est complète. Et ça a un coût. Moi, je n'ai pas payé. C'est vrai, j'ai pas payé, mais j'avais pas envie de me faire injecter quelque chose qu'on n'allait pas voir. Oui. Ça valait pas la peine. Donc, c'est vrai que je voulais un minimum de seringues qui est assez considérable finalement. Ok. Ouais. Est-ce que c'est vrai que notamment Luna aurait reçu beaucoup plus de seringues que prévu ? C'est sûr que Luna a reçu plus de seringues que moi, puisqu'elle a eu aussi une retouche après, quelques mois après, il me semble. Après, je ne vais pas parler en son nom, elle en parlera elle-même. Mais oui, moi, j'en ai reçu moins. Et il va falloir vérifier cette information. Mais moi, j'ai entendu parler de plus de 50, près de 80 seringues. Alors, je ne saurais pas exactement te dire, mais de toute façon, le chirurgien poste les avant-après avec le nombre de seringues sur son Instagram. Donc, on peut facilement retrouver le nombre d'injections qu'on a pu avoir. Qu'est-ce qui t'arrive concrètement, Émilie ? Comment elle s'est transformée ta vie depuis ? T'en es à la 4e septicémie que tu fais ? Non, ça c'est Luna, qui a, je sais pas si elle en a fait 3 ou 4, je saurais pas te dire. Moi, ce qui m'arrive, c'est différent. Ma bactérie, elle se loge à l'intérieur du Yacore. Donc, elle se protège de cette manière. Ce qui se passe, c'est que lors du 2e traitement, j'ai un traitement à l'hôpital d'une dizaine de jours, donc par intraveineuse d'antibiotiques. Donc, une forte dose d'antibiotiques, déjà injectée dans le corps, à l'hôpital. Et puis, je devais continuer le traitement à la maison par voie orale. C'était un traitement qui était très, très, très puissant. Même le chirurgien ne le connaissait pas. Mais les infectiologues m'ont indiqué que c'était important que je continue une quinzaine de jours en plus à la maison avec ce traitement puisque il attaquait tous les staphylocoques dorés. Donc, on était sûr de l'avoir, entre guillemets. Alors, puisqu'il fallait le traiter, à chaque fois, on réussissait à traiter la bactérie en surface, on a tapé fort pour la traiter en profondeur. Mais il s'avère qu'on s'est rendu compte après, lors de ma 3e rechute, qu'elle se protégeait grâce au produit. Donc, 3e rechute, 3e traitement, sauf que 3e traitement avec une hépatite médicamenteuse, puisque je suis sous antibiotiques depuis le mois d'août, qui change régulièrement, puisque je peux pas non plus, un coup c'est plus faible, là j'ai un traitement un peu plus faible pour protéger aussi le foie, mais bon, ça n'a pas empêché d'endommager mon foie, quoi. Un nouveau problème lié à ces antibiotiques, parce que je suis complètement dépendante des antibiotiques, si je les arrête, l'infection se repropage, elle peut aussi ensuite infecter comme Luna, ça dépend du germe que j'ai, mais le sang. Donc, je ne peux pas arrêter mes traitements. Et là, ça a attaqué mon estomac. J'ai une nouvelle bactérie qui s'est développée et qui peut perforer l'estomac. Donc, c'est ce qui fait que ça me fait perdre énormément de poids et que je suis à 45 kilos. Ça s'appelle le chlorhydridrum, comme ça, difficile. Voilà, c'est le chlorhydridrum difficile. Oui, c'est les selles qui deviennent graisseuses. Voilà, c'est des selles graisseuses. Mon corps rejette tout ce que je peux manger. Je ne retiens plus d'apport calorique en moi et qui fait que je ne fais que maigrir. Donc, ça peut être potentiellement mortel. Donc, il faut très, très vite la traiter dans un premier temps. Aujourd'hui, c'est le plus important.
Donc, on laisse l'autre bactérie des fesses de côté, le temps de traiter cette nouvelle bactérie. Il y a aussi mon foie qu'on va devoir traiter, mais qui a l'air d'aller mieux. Ce matin, j'ai eu le laboratoire au téléphone qui me dit qu'on a des résultats plutôt positifs. Donc, il va falloir faire une pause de tous ces antibiotiques. Donc là, on se pose la question de tout arrêter avec les infectiologues après mon traitement, là, puisque j'ai encore, là, je suis sous 2 traitements, celle de la bactérie de l'estomac et celle des fesses, que je dois quand même continuer, mais qu'on va pas, on va pas la renforcer plus, on va pas renforcer plus les antibiotiques. On reste sur un petit traitement, mais effectivement, on se pose la question de tout arrêter, de laisser repartir peut-être la prochaine récidive et de penser à une solution finale, quoi. Ce serait quoi la solution finale? Comment faire partir ce produit de ton corps une bonne fois pour toutes? Est-ce que tu veux qu'il parte, ce produit? Alors moi, j'aimerais qu'il parte vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est un vrai problème pour moi, pas que pour moi, hein, pour Luna aussi, je pense à elle. La seule solution réelle qu'on a, la concrète, ce serait l'ablation des fesses, pardon. Donc il faudrait ouvrir la fesse parce qu'il faut savoir que c'est un produit qui devient homogène avec la peau et avec le muscle. Donc en fait, c'est plus du liquide là qu'on a. C'est quelque chose qui s'est vraiment harmonisé avec, qui fait partie de nous, qui fait partie intégrante de notre corps. Donc il faudrait l'ouvrir, le râper, drainer, comme ils en parlent, comme il parle le chirurgien. Mais même, enfin, drainer, gratter le muscle, etc. Enfin, moi, c'est des choses qui me font tourner de l'œil. J'ai du mal à en parler parce que j'espère ne pas en arriver là, mais effectivement, c'est une possibilité si on n'arrive pas, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement avec des antibiotiques. On meurt à petit feu, en fait. Là, tu es en train de mourir à petit feu. Bah, si je continue bien évidemment tous ces traitements, c'est l'estomac et le foie qui est attaqué. Après, qu'est-ce que ça va être d'autre? Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas c'est une solution du moment, les antibiotiques. C'est pas quelque chose que tu peux durer à vie. Non, c'est pas une solution sur du long terme. C'est des antibiotiques beaucoup trop puissants. Mais ne porte pas. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Là, j'ai plus mes règles. Il y a plein de choses qui fonctionnent plus. Et je peux pas continuer à maigrir non plus. 45 kilos pour 1m65, je suis en extrême maigreur. À un moment donné, j'ai plus d'énergie. Je vais forcément me refaire hospitaliser derrière si ça continue comme ça et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est pas une vie, les antibiotiques. J'imagine, Émilie, et je suis très positif dans ma tête et je suis persuadée qu'il y aura une solution différente. Ça, j'en suis convaincu. Mais j'imagine que tu t'es fait tous les films possibles dans ta tête. Est-ce que tu as posé des questions par rapport à cette solution du dernier recours, à l'ablation? C'est quoi les conséquences derrière? Déjà, parce qu'il y a les conséquences physiques, mais il y a aussi les conséquences morales pour une jeune femme. Oui, tout à fait, les conséquences psychologiques, mais il y a de vrais dégâts psychologiques de toute façon aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est certain qu'il faut penser à notre santé et trouver une solution concrète. Et comme moi, je vois pas le bout, je me dis que s'il faut que je passe par là, mais je serai forte et je tiendrai. Et tant pis, adviendra ce qu'il adviendra. J'en assumerai pleinement les conséquences de tout ça, de ce choix aussi que j'ai fait. Mais je préfère presque en arriver là que de continuer sous traitement. Il y a des personnes qui ont fini handicapées. Il y a vraiment de réelles conséquences concernant les antibiotiques sur du long terme. Là, le produit mettrait 2 ans et demi à se résorber. Penser à un traitement de 2 ans et demi, c'est juste, c'est improbable. C'est pas possible. Je te sens extrêmement émue quand tu parles de la possibilité de cette ablation. Oui, je suis émue forcément, puisque j'ai aussi peur. J'ai peur d'une nouvelle opération, même si celle-ci était plus ou moins douce, puisque ça m'a pas demandé d'anesthésie générale, etc. Mais là, je suis trop affaiblie pour une anesthésie générale, pour une opération aussi qui reste quand même dangereuse. T'as le soutien de tes proches? Ah oui, mais mes parents sont très affectés, beaucoup ma mère. Donc ça touche tout le monde en fait. J'ai embarqué un peu tout le monde dans cette histoire, égoïstement, pendant ce choix. J'ai pas pensé qu'effectivement
ben, tout le monde est très affecté dans mon entourage, y compris mon fiancé, quoi. On a le projet mariage cette année, on a du mal à y penser, on avait le projet bébé aussi qui s'est arrêté, enfin, il y a plein de choses qui pour le moment, sont mises de côté, quoi. Je sais qu'on ne peut pas revenir en arrière et que ça ne sert à rien de regretter. Mais si tu avais cette capacité de remonter le temps, qu'est-ce que tu changerais? Je prendrais une décision conduite par la raison, c'est-à-dire que je me serais plus renseignée, mais en même temps, on n'avait pas ces renseignements-là et on ne me les aurait pas donnés non plus, puisque on essaie de enfin, on essaie d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux de ce produit-là. Moi, je ne l'ai pas faite, hein, la promotion. Il y a des candidates, j'ai vu des candidates de télé-réalité en faire la publicité. Moi, non, justement. C'est pour ça que j'ai accepté aussi. C'est que c'était des injections offertes qui demandaient juste un avant-après de mes fesses. Donc, j'avais pas à en parler. C'est-à-dire, Voilà. on t'a dit, on te fait les injections, elles sont offertes, tu ne débourses pas 1 euro. En contrepartie, je mets un avant-après pour en faire la publicité, c'est ça? Exactement. Mais sans mon nom. Ça restera anonyme. Et moi, comme toutes mes injections que j'ai pu faire, je les ai toujours payées d'ailleurs, mes injections, parce que j'ai toujours refusé d'en parler. Donc, j'ai déjà parlé, certes, de ma poitrine, mais j'ai jamais parlé de ce que je faisais au visage, puisque je veux pas influencer. On est T'as raison. tous victimes de l'apparition des réseaux sociaux, Oui. de cette tyrannie de l'apparence. Et moi aussi, je suis pas, parce qu'on a enfin, je trouve qu'on tape un peu sur les doigts des influenceuses. Déjà, moi, je suis pas influenceuse, je suis une étudiante comme une autre, et je suis aussi victime de ça, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et je complexe aussi de mon poids à cause enfin, depuis l'apparition des réseaux sociaux. Donc, moi, je voulais pas en faire à la promotion. C'était quelque chose qui a été mis au clair avec le chirurgien, et personne aujourd'hui peut dire Émilie Amar a fait la promotion d'injection. Non, c'est pas le Oui, cas. mais Parce qu'est-ce que c'est tu... des choses. Je le sais, Émilie, mais qu'est-ce que tu aimerais dire là, face caméra, aux influenceuses, aux célèbres candidates de télé-réalité qui encouragent à passer le pas, qui montrent ce qu'elles ont fait et qui donnent les coordonnées, qui font clairement de la pub, en fait, pour cette pratique médicinale? Eh bien, moi, j'aimerais leur dire qu'il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment, à un moment donné, se responsabiliser. Il y a la liberté individuelle qui enfin, te demande de faire ce que tu veux, si tu en as envie, peu importe. Et puis, il y a la liberté collective. En l'occurrence, elles sont suivies par des milliers et des milliers de personnes. Et là, ça leur demande de faire attention, un effort sur leur message qu'elles colportent sur les réseaux sociaux, sur sur les dangers aussi de tout ça, en fait, de la chirurgie esthétique. Elles font tout l'inverse et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment dangereux de parler de la chirurgie esthétique comme on en parle parce que ça déforme déjà notre vision de nous-mêmes. On a l'impression qu'être maigre en 2022, enfin 2021, pardon, c'est pas normal, qu'on est malade, que c'est horrible. Enfin, moi, je l'ai subi aussi, les commentaires des gens par rapport à ça. On a l'impression que de ne pas avoir des grosses fesses, voilà, on peut pas être jolie sans grosses fesses. Mais oui, mais Donc, tout ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a la responsabilité individuelle pour la responsabilité collective des influenceurs et des candidats télé-réalité. Mais il y a aussi les candidats, le profil de candidats qui sont perpétuellement mis dans les programmes de télé-réalité. Toujours les mêmes, avec toujours les mêmes formes, sans aucune diversité. Il y a une part de responsabilité aussi chez ceux qui fabriquent, chez les créateurs même de cette industrie à la base. Oui, exactement. Il y a vraiment... c'est un vrai fléau aujourd'hui. C'est un vrai fléau. Moi, je suis de 95, donc j'ai grandi plutôt convenablement puisque j'avais pas, je baignais pas dans la télé-réalité et dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est un vrai problème. Enfin, ces modèles de réussite-là, elles sont pas du tout... c'est pas l'exemple qu'on doit suivre. Bien au contraire, c'est l'exemple du danger, en fait, en permanence. C'est de l'autodestruction, c'est de l'autosabotage, que de se faire mal comme ça. C'est maltraiter son corps, en fait. On maltraite son corps par les injections, par les opérations de chirurgie esthétique. Et en plus, on en fait la promotion et on incite les plus jeunes à nous suivre dans cette destruction. Donc, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Vraiment, il faut que ça s'arrête, cette banalisation de l'autodestruction du corps. Donc, certes, moi, je suis étudiante en psychologie, je sais très bien que j'ai des manques,
Effectivement, hein, j'ai du mal à me regarder dans un miroir quand je me vois comme ça aussi maigre, mais j'essaie de prôner un maximum l'acceptation de soi. Donc, c'est pas évident. On est tous impliqués. Enfin, on est tous aujourd'hui, on a tous un mal-être. J'ai l'impression plus ou moins important, mais c'est pas une solution la chirurgie esthétique. C'est vraiment pas une solution. Moi, je pense que la seule solution, c'est de se faire suivre à côté. Des séances de thérapie, de psychologie, voir un psychiatre, peu importe. De toute façon, c'est un problème de fond. C'est une souffrance cachée, déguisée. Voilà, c'est tout ce que c'est. La chirurgie esthétique, c'est une non-acceptation de soi. Donc, derrière, c'est de la souffrance cachée. Je te remercie, Émilie Amar, pour notre entretien. Merci pour ton courage, merci pour ton témoignage avec beaucoup de recul, de hauteur et de liberté. Et on t'envoie tout notre soutien et tout notre courage pour la suite. Et tu nous donnes, bien sûr, tu me donnes de tes nouvelles, ok, promis? Promis, Sam. Et tu viens nous voir bientôt quand tu pètes la forme. Oui, dès que ça ira mieux. Ok, pour qu'on rigole ensemble. Merci beaucoup. Gros bisous.